La porcelaine scintillait sous le lustre alors que je m'asseyais en face de mes parents à leur longue table en acajou. C'était le genre de cadre dans lequel ils s'épanouissaient, formel, contrôlé, tout poli jusqu'à briller. Ma mère, Marjorie, versa un autre verre de vin tandis que mon père, Alden, glissait une épaisse enveloppe sur la table. « Serafina, dit-il d'une voix rassurée, il s'agit de sécurité pour toi, pour nous tous. » Je posai mes mains sur mes genoux, cherchant à contrôler ma respiration. L'enveloppe reposait entre nous comme un défi. Ma mère sourit comme si elle m'offrait un dessert. Ce n'est qu'une formalité. Une famille, un avenir. Je tirai les papiers de l'enveloppe et parcourus la première page. Les mots se brouillaient un instant, mais l'intention était claire. Chaque compte, chaque investissement, chaque propriété que j'avais construite devait être placée dans une fiducie familiale, gérée uniquement par eux. Mon père poussa un stylo vers moi. De cette façon, nous avancerons tous ensemble. Plus de silos, plus de risques. À l'intérieur, quelque chose se serra en moi. Ils ne demandaient pas seulement. Ils exigeaient tout ce que j'avais mis ma vie adulte à construire. Je levai les yeux lentement, attrapant le léger triomphe dans leur regard, l'attente que je cède par devoir, par culpabilité, ou les deux. Au lieu de cela, je laissai mes lèvres se courber en un sourire calme. Si cela concerne vraiment la confiance, alors vous ne vous opposerez pas à ce que j'ai préparé. Pour la première fois de la soirée, leurs expressions vacillèrent. Les doigts de ma mère se serrèrent autour de la tige de son verre. La mâchoire de mon père se contracta. À cet instant précis, le majordome entra dans la salle à manger, sa voix formelle mais teintée de tension. « Madame, dit-il, votre avocate est arrivée. » Je me penchai en arrière sur ma chaise, le cœur stable. La vraie conversation allait commencer. Lorsque les talons d'Helena claquèrent sur le sol derrière moi, je sentis le poids des regards de mes parents se resserrer. Mais avant que le premier mot ne sorte de sa bouche, mon esprit me ramena aux années qui m'avaient conduite ici, les années où j'avais appris que personne ne viendrait me sauver. Au début de la vingtaine, Portland changeait, les quartiers se gentrifiaient plus vite que quiconque ne pouvait suivre. Je voyais cela comme une opportunité. Pendant que mes amis passaient leur week-end dans des bars, j'étais accroupi sur les sols de cuisine délabrés, enlevant des carreaux, peignant des armoires et redonnant vie à des maisons que la plupart des gens ne regardaient même pas deux fois. Mes mains étaient couvertes d'ampoules, mon dos me faisait mal, mais je continuais. Je réinvestissais chaque dollar gagné, transformant une maison en acompte pour une autre. À 25 ans, je signai les papiers pour mon premier duplex de style craftsman. Tenir les clés me donnait l'impression de tenir la preuve que la discipline valait plus que la lignée. Pourtant, lorsque je les montrai à mes parents, leur réaction fut un rire méprisant. « Tu as eu de la chance que le marché tourne, » dit ma mère. « Sans nous, tu n'y serais jamais arrivé, » ajouta mon père. Leurs mots piquaient, mais pas autant que le souvenir que je portais du collège le jour où je leur avais demandé de co-signer mon prêt étudiant. Ils avaient refusé, prétendant que cela m'apprendrait la responsabilité. Et cela m'a appris, mais pas de la manière qu'ils avaient prévue. Je travaillais en double poste, sautais des repas, vivais dans un appartement exigu au sous-sol avec de la moisissure sur les murs. Leur refus m'a blessé, mais il m'a aussi forgé. Avec le temps, le duplex devint 3 propriétés, puis 5. J'appris à négocier, à anticiper les tournants du marché, à rester ferme lorsque des entrepreneurs tentaient de me rabaisser. Chaque décision, chaque clôture, chaque hypothèque remboursée était de mon fait. Mes parents n'avaient jamais levé le petit doigt. Pourtant, ils agissaient comme si mon succès les représentait. Maintenant, alors que je m'asseyais dans leur salle à manger, le contrat lourd entre mes mains, je réalisais que leur négligence m'avait donné l'indépendance même qu'ils méprisaient, et je savais que c'était cette indépendance qu'ils essayaient si ardemment de m'enlever. En y repensant, je compris que le contrat sur la table du dîner n'était pas apparu de nulle part. Mes parents testaient les os depuis des années, m'assouplissant avec de petites piques déguisées en sagesse familiale. « Vous devriez fusionner vos finances, » disait un jour ma mère autour d'un café, son ton faussement détendu. La famille doit rester unie. À quoi bon garder les choses séparées si nous travaillons tous pour le même avenir? Mon père préférait utiliser la culpabilité comme arme. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, ne méritons-nous pas de nous sentir en sécurité? L'argent doit circuler au sein de la famille, pas rester inactif sur tes comptes. À l'époque, je mis leurs remarques de côté. Je me disais que ce n'était que leur manière de s'accrocher, d'essayer de rester pertinent dans un monde qui avançait rapidement sans eux. Pourtant, leurs paroles laissaient toujours une brûlure, comme une légère brûlure que je ne pouvais apaiser. Un après-midi, je rentrais plutôt d'une visite et trouvai mon père dans mon appartement. Le bail était à mon nom seul.
Les serrures étaient neuves. Et pourtant, il était là, fouillant dans le tiroir où je gardais les titres de propriété et les relevés bancaires. Il leva les yeux, surpris, avant de retrouver un sourire rigide. Juste curieux, dit-il, comme si la curiosité lui donnait droit à ma vie. Je forçai un rire, me disant qu'il était à l'ancienne, élevé à une époque où un père se croyait propriétaire des papiers de son enfant. Mais lorsqu'il partit, je remarquai que l'enveloppe contenant mon dernier relevé de clôture était à moitié déplacée, comme si une page avait été feuilletée trop loin. Pendant un moment, je me convainquis que ce n'était rien. Les parents s'inquiètent. Les parents fouinent. Les parents franchissent les limites par amour. Mais au fond de moi, une petite voix commença à murmurer que ce n'était pas de l'amour du tout. C'était un sentiment de droit. Cette voix devint plus forte chaque fois qu'ils évoquaient l'unité et l'héritage, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer. Et lorsque le contrat apparut sur la table du dîner, je sus que ce murmure avait toujours eu raison. L'arrivée d'Elena fut aussi tranchante qu'une lame coupant la soie. Elle entra dans la salle à manger avec sa mallette à la main, ses yeux froids évaluant la scène devant elle. Mes parents se raidirent en même temps, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que j'arrive armée. « Bonsoir », dit Elena avec assurance, posant sa mallette au bord de la table. « Je comprends qu'il y a un contrat que ma cliente est censée signer. » Le sourire de Marjorie se fissura. « C'est une affaire familiale privée. Il n'y a pas besoin d'avocat. » Elena l'ignora, faisant glisser les papiers hors de l'enveloppe. Elle les feuilleta rapidement, son sourcil se haussant de plus en plus à chaque page. Puis vint le sourire en coin. « Waouh !» murmura-t-elle en refermant le dossier d'un claquement sec. Ce n'est pas une fiducie. C'est un transfert complet de l'autorité. Si Serafina signait cela, vous auriez un contrôle unilatéral sur ses actifs. Chaque dollar, chaque propriété, chaque compte. Le silence qui suivit était étouffant. Mon père reprit ses esprits le premier. Il s'agit de confiance, Elena. De protéger notre famille contre le risque. Sa voix était calme, mais le muscle de sa mâchoire le trahissait. Intéressant, répondit Elena d'un ton neutre. Parce que ce que je vois, c'est un document où Serafina perd tout droit sur son propre argent. Si c'est vraiment une question de confiance, pourquoi est-elle la seule à céder quelque chose? Ma mère se pencha en avant, son ton sirupeusement doux. Tu nous connais, Serafina. Nous ne te ferions jamais de mal. Ce n'est qu'une formalité. Je me reculai, les mains soigneusement posées sur mes genoux. Le contrat reposait sur la table entre nous, symbole de tout ce qu'ils pensaient pouvoir exiger. Je sentais leurs yeux me presser, me poussant à céder, à signer. Au lieu de cela, je les regardais directement et laissais ma voix percer l'air comme du verre. C'est terminé ici ce soir. Pour la première fois de ma vie, je vis quelque chose de rare sur le visage de mes parents. Pas le contrôle, pas la confiance, mais la peur. Elle passa fugacement sur leur visage avant qu'ils ne la masquent. Mais je l'avais saisie, et elle s'installa en moi comme une promesse. Je repoussai ma chaise, calme et délibérée, sachant déjà qu'il ne laisserait pas cette affaire se terminer si facilement. Je venais à peine de me lever quand la voix de mon père traversa l'air. « Assieds-toi, Serafina. Tu ne réfléchis pas clairement. » La main de ma mère frôla le verre de vin intact devant moi. « Il y a quelque chose que tu dois entendre d'abord, » dit-elle, son ton plus doux que tout ce que j'avais entendu de la soirée. Quelque chose qui change tout. Contre mon meilleur jugement, je repris place. Elena se tenait derrière moi, les bras croisés, sa présence un ancrage stable. Mon père joignit ses doigts en prière et me fixa d'un regard mesuré. Le domaine Vance dans le Rhode Island, commença-t-il, est bloqué dans une succession depuis des années, mais le processus touche à sa fin. Nous sommes prêts à reprendre le contrôle total de la propriété et de ses actifs. Cela vaut plus que tu ne peux imaginer. Marjorie se pencha, son sourire tranchant mais enveloppé de chaleur. Et bien sûr, tu es notre fille. Tu en bénéficieras autant que nous. Mais l'unité est essentielle. Les tribunaux de succession valorisent la stabilité. Les familles qui se fracturent, eh bien, disons simplement que les juges ne voient pas d'un bon œil le chaos. L'implication était indéniable. Signer le contrat, prouver ma loyauté, et je serais accueilli dans le cercle de l'héritage. Refuser, et je serais exclu. Pendant un moment, je les laissais parler, leurs paroles coulant comme du miel sur du poison. Ils peignaient le domaine comme une forteresse d'histoire et d'héritage, quelque chose qui m'appartenait de droit, si seulement je cédais mon indépendance. Mais sous le vernis, je voyais la vérité. Le domaine du Rhode Island n'était pas un cadeau. C'était une laisse. Ils voulaient que je sois attaché,
liés non seulement par le sang, mais par le papier et le stylo. Ma richesse était devenue leur monnaie d'échange, et le soi-disant héritage était l'appât. Je jetai un coup d'œil à Helena. Elle ne parla pas, mais ses yeux me dirent qu'elle comprenait. Il ne s'agissait pas d'héritage. Il s'agissait de contrôle. Le regard de mon père se durcit, une tempête se formant derrière sa façade calme. Sans nous, dit-il d'un ton plat, tu perdras tout. Je redressai ma colonne vertébrale, calmant ma respiration. L'ironie me fit presque rire. Il ne m'avait rien donné. Et maintenant il menaçait de tout prendre. Helena posa une main sur mon épaule, un rappel silencieux que nous n'avions pas fini. Et je sus alors que la seule façon d'avancer n'était pas seulement de défendre ce que j'avais construit, mais de découvrir jusqu'où allait leur désespoir. Après ce dîner, je savais que les paroles ne me mèneraient nulle part. Mes parents ne négociaient pas. Ils coinçaient. Alors dès le lendemain matin, j'engageai un détective privé. Il s'appelait Grant Mercer, un homme réputé pour trouver des vérités que les gens cherchaient à enterrer à tout prix. Il travailla rapidement. En une semaine, il déposa un épais dossier sur le bureau d'Helena, et nous l'examinâmes ensemble. Chaque page était une fenêtre sur la vie que mes parents avaient cachée. Le domaine du Rhode Island qu'ils m'avaient agité sous le nez? Il était hypothéqué jusqu'au cou. Garant pour des prêts qu'ils avaient contractés au cours de la dernière décennie. L'image grandiose de richesse qu'ils exhibaient, meubles anciens, galas caritatifs, élégance soignée, était un mirage. Derrière se cachaient des années de dépenses imprudentes colmatées par des emprunts désespérés. Mais le coup le plus dur arriva vers la fin du dossier. Une demande pour une nouvelle ligne de crédit à mon nom. Ma signature avait été falsifiée, mais avec soin quelqu'un qui m'avait observé signer des documents d'innombrables fois. Je fixai la page jusqu'à ce que les lignes se brouillent, la rage et l'incrédulité me déchirant de l'intérieur. Je pensais au petit livret d'épargne qu'ils avaient ouvert pour moi quand j'étais enfant. Je me souvenais de mon père me soulevant jusqu'au comptoir du guichet, me disant que j'apprenais la responsabilité. À l'époque, je les croyais. Maintenant, en regardant ce document falsifié, je réalisais qu'ils ne m'enseignaient pas du tout la responsabilité. Ils s'enseignaient l'accès à eux-mêmes. La voix d'Helena perça mon brouillard. Ce n'est pas seulement de la manipulation, se raffina. C'est de la fraude, et c'est criminel. La trahison pesait plus lourd que le papier que je tenais dans mes mains. Ces gens m'avaient élevé, prétendaient savoir ce qui était le mieux pour moi. Et maintenant, ils ne volaient pas seulement mes comptes, mais l'identité même que j'avais construite sans eux. Je posai le dossier et forçai mes mains à se desserrer. S'ils avaient franchi cette ligne, nul ne pouvait dire jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et je sus que l'étape suivante serait de confronter non seulement leurs dettes, mais la logique tordue qui les justifiait. La ligne de crédit falsifiée me hantait longtemps après avoir quitté le bureau d'Helena. Ce n'était pas seulement l'acte en lui-même. C'était ce qu'il révélait. Tard dans la nuit, allongé, incapable de dormir, mon esprit retourna à des souvenirs que je n'avais jamais remis en question jusqu'alors. À 10 ans, je suppliais pour des leçons de piano. Mes parents refusèrent, me disant que je devais apprendre la discipline sans indulgence. Quand je demandais de l'aide pour mes dossiers universitaires, ils me rejetèrent avec un sermon sur l'indépendance. Et lorsque je plaidais pour qu'ils co-signent mon premier prêt, ils refusèrent encore, affirmant que c'était de la dureté affectueuse. Pendant des années, je portais ces moments comme des insignes de résilience, preuve que je pouvais affronter n'importe quoi sans leur soutien. Mais en y repensant maintenant, je les voyais pour ce qu'ils étaient, des répétitions. Ils ne m'enseignaient pas l'indépendance. Ils me conditionnaient à accepter l'abandon, à normaliser la négligence, pour que lorsque l'exploitation surviendrait plus tard, je la confonde avec l'amour. Cette pensée me rendait malade. Pourtant, la culpabilité s'insinua, murmurant que j'étais injuste. Après tout, ne m'avait-il pas donné un toit, des repas, des vêtements? N'étais-je pas ingrate de rejeter ceux qui m'avaient élevée? Je dis cela une fois à Helena, et elle se pencha, les yeux fixés sur les miens. Te protéger n'est pas une trahison, se raffina. La trahison t'est déjà arrivée. Ne confonds pas survie et égoïsme. Ces mots s'installèrent en moi comme de la pierre, solide et indéniable. Le poids des années s'allégea, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Je n'étais plus l'enfant qu'ils avaient essayé de modeler. Je n'étais plus quelqu'un qui céderait par culpabilité ou plierait sous l'obligation. Lorsque je quittai son bureau ce soir-là, ma détermination était claire. Mes parents avaient réécrit mon enfance en une histoire de sacrifice et d'obéissance. À présent, c'était à mon tour de réécrire la fin, et je savais exactement où la confrontation devait commencer. Helena ne perdit pas de temps.
Après que la ligne de crédit falsifiée eut été découverte, elle fit appel à un comptable judiciaire de confiance, un homme discret nommé Drayton, qui avait un talent pour suivre l'argent à travers les ombres. En quelques jours, il découvrit ce que je soupçonnais mais n'avais pas pu prouver, un compte offshore caché au nom de mes parents. Les relevés étaient stupéfiants. Des transferts depuis des sociétés écrans, des prêts empilés sur d'autres prêts, et des dettes roulées comme des dés sur une table truquée. Ils jonglaient avec les passifs depuis des années, utilisant l'illusion de richesse pour gagner du temps. La vérité était claire, sans injection d'argent, leur empire s'effondrait déjà, et la bouée de sauvetage qu'ils avaient choisie, c'était moi. Le bureau d'Elena devint une salle de guerre. Elle rassembla les preuves dans un dossier net et dévastateur: fraude, tentative de falsification, coercition, chaque section étanche. Chaque page était un clou dans le cercueil de leur performance en tant que bienfaiteurs nobles. Mais je savais que les faits seuls ne suffiraient pas. Mes parents prospéraient grâce au récit, à transformer la culpabilité en monnaie. Alors j'ajoutai quelque chose qu'ils ne pouvaient pas écarter comme technique, la mémoire rendue tangible. Il y a des années, le médaillon de ma grand-mère et les boutons de manchette de mon grand-père avaient disparu du coffre familial. Mes parents m'avaient dit qu'ils étaient en cours d'expertise. J'avais accepté cette explication à l'époque. Mais une part de moi savait toujours mieux. Maintenant, glissé dans le rapport de Drayton, je plaçais les reçus du prêteur sur gage qu'Elena avait retrouvé. La preuve qu'ils avaient vendu nos héritages pour de l'argent rapide. La preuve que leur vol remontait non seulement à mon âge adulte, mais à l'héritage même qu'ils prétendaient protéger. En regardant l'amoncellement croissant de documents, je ne ressentis aucune satisfaction, seulement de la clarté. Ils avaient construit une tour de mensonges si haute qu'elle était vouée à s'effondrer. Tout ce que je devais faire, c'était lui donner le bon coup. Et pour cela, il ne restait qu'un seul endroit pour porter le coup, à leur propre table de dîner. La prochaine invitation arriva dans la même enveloppe dorée qu'à l'habitude, épaisse de prétention. Mes parents pensaient que je viendrais seule, mais j'entrai dans leur salle à manger avec Elena à mes côtés. La table était dressée avec du cristal et de l'argent, mais sous l'éclat, je pouvais sentir la tension peser comme l'humidité avant l'orage. Alden m'accueillit avec son air habituel de commandement. « Nous espérons que tu as reconsidéré », dit-il en indiquant la chaise vide en face de lui. Le sourire de Marjorie était fragile, ses yeux brillants de la confiance de quelqu'un convaincu que la victoire était inévitable. Je m'assis. Mais au lieu d'ouvrir le dossier qu'ils avaient préparé pour moi, Elena plaça notre propre dossier au centre exact de la table. Elle l'ouvrit avec un calme délibéré. Comptes offshore, signatures falsifiées, héritage mis en gage et dettes empilées si haut que le domaine est une coquille vide. La couleur quitta le visage de ma mère. Elle tendit la main par-dessus la table, la voix brisée. Serafina, ce n'est pas ce que ça semble être. Nous voulions juste protéger la famille. Te protéger. La maîtrise de mon père se fissura dans une autre direction. Son poing frappa l'accoudoir, faisant trembler les couverts. C'est une trahison. Après tout ce que nous avons fait, tu oses prendre le parti des étrangers contre nous. Je fis face à sa colère avec des yeux calmes. La famille ne signifie pas propriété. Vous m'avez confondu avec votre fonds de secours. Je ne serai pas la solution aux dettes que vous avez créées. Les supplications de Marjorie se transformèrent en sanglots tandis que le regard d'Alden traversait la pièce comme une lame. Mais aucun des deux n'eut le temps de se reprendre. Le son des sirènes se fit entendre à travers les grandes fenêtres, grandissant jusqu'à ce que des lumières rouges et bleues clignotent contre le verre. Elena referma le dossier et s'adossa alors que des pas résonnaient dans le hall. Le coup frappé à la porte était net, définitif. Je regardais les officiers entrer, le visage de mes parents s'effondrant sous le poids de leur exposition. Et à ce moment-là, je compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les semaines qui suivirent passèrent rapidement. La nouvelle de l'enquête se répandit, entraînant avec elle l'effondrement de l'illusion que mes parents avaient construite. Le domaine du Rhode Island, autrefois leur plus grande fierté, fut saisi. Les créanciers se pressèrent à chaque porte, arrachant ce qu'il restait de leur grandeur empruntée. J'observais de loin, non pas avec joie, mais avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Leur chute n'était pas à pleurer pour moi. Elle leur appartenait. Pendant ce temps, je renforçais la protection autour de ma propre vie. Chaque titre de propriété, chaque relevé de compte, chaque précaution que j'avais préparée fut sécurisée dans un coffre-fort ignifuge. Je changeais les serrures, mis à jour les mots de passe, ne laissais rien de vulnérable. Pour la première fois, mon avenir me semblait entièrement mien, intact par la culpabilité ou les attentes. Un soir, je m'assis en face d'Elena dans un bar à vin tranquille, rien entre nous que deux verres et le bourdonnement constant du soulagement.
Elle leva le sien avec un petit sourire. À la liberté, durement gagnée, dit-elle. Je frappai mon verre contre le sien, le son était net, décisif. À la liberté, répétai-je, laissant les mots s'installer profondément dans ma poitrine. Les liens du sang m'avaient autrefois défini un fil que je pensais obligé de suivre, peu importe où il menait. Mais maintenant je savais mieux. L'amour pouvait exister sans contrôle, et la famille pouvait être choisie, non imposée. Alors que je rentrais chez moi cette nuit-là, l'air me semblait plus léger, les rues de la ville vivantes de possibilités. La liberté, compris-je, était mon héritage le plus véritable, et j'avais l'intention de le protéger de toutes mes forces.